Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 20e numéro, il s'agit d'un nouvel entretien, cette fois-ci avec Alexandre Zèbre, pour une discussion avec le créateur du blog Safety Vigilante et également producteur du podcast PEX sur le retour d'expérience en santé-sécurité. Nous parlons donc de QSE, de santé-sécurité bien sûr, mais aussi d'amélioration continue dans la production de contenu sur Internet. Bonne écoute! Bonjour Alexandre. Bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté l'invitation pour venir parler dans le podcast de l'huile dans les rouages. Alors Alexandre, on se connaît de manière assez interposée, plutôt par l'intermédiaire d'Internet, puisque bien sûr. moi je te suis depuis quelques temps déjà, depuis quelques années même, avec ton blog, on reviendra dessus. Et puis j'ai eu l'honneur d'être interviewé dans ton podcast sur le retour d'expérience en matière de prévention. Et donc, juste au retour des choses, je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir toi, ton avis sur justement la prévention, l'amélioration continue, plutôt côté santé, sécurité au travail. Et comme c'est actuellement le lancement de la 2e saison de ton podcast, ça permet également de faire un retour d'expérience sur peut-être ta première saison, ce qui a marché, ce qui a moins marché, et puis ce que tu vas faire évoluer dans ton podcast à l'avenir. Alors, après cette brève introduction, je vais te laisser toi te présenter, nous présenter un petit peu ton parcours et puis tes différents projets. Eh bien, déjà, merci Nicolas, c'est moi qui suis honoré d'être dans ton podcast, sachant qu'en plus on a lancé nos 2 podcasts respectifs quasiment au même moment. Ah oui, c'est vrai, oui. Et du coup que toi t'es déjà passé, donc merci beaucoup. Et alors pour me présenter, donc Alexandre Zèbre, je viens d'avoir 30 ans. Je suis ingénieur sécurité et prévention des risques dans un grand groupe industriel, donc EDF. Et comme tu le disais, donc j'ai un podcast qui s'appelle le Partage d'expérience en prévention des risques, qui est finalement pour moi un peu la suite du blog que j'avais créé également, qui s'appelle Safety Vigilante, qui est toujours axé sur la sécurité au travail et qui, comme tu le disais, à une saison 2 après avoir été la première saison s'est bien passée, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'enseignements, on va dire, oui. Qui j'espère maintenant ont permis de faire progresser ce projet. Et du coup, je suis assez content que ça avance assez vite sur cette saison 2. Puis tu as une forte régularité, à chaque fois des invités, c'est aussi un sacré travail certainement d'organisation pour mettre en place ce type de projet. Alors pour être honnête, c'est ce qui est le plus long. Autant, toi, les enseignements au niveau technique, on a fait l'expérience juste avant. Ça, finalement, ça va assez vite. On arrive vite à comprendre ce qui marche et ce qui marche pas pour produire un épisode, pour être le plus efficace dans la diffusion, dans les choses comme ça. Par contre, au niveau des invités, c'est toujours on repart toujours de zéro finalement, parce qu'il y a des gens qui nous intéressent, qui nous connaissent forcément pas, et d'autres aussi qui sont intéressés et que nous on pense que c'est peut-être pas forcément le moment d'interagir tout de suite, mais vraiment convaincre quelqu'un de passer dans le podcast parce qu'on sait qu'il a des choses, un point de vue assez différent. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus dans le podcast, mais des gens qui sont différents, qui ont vraiment des visions limites qui s'opposent. J'avais même l'envie de faire un débat à un moment, mais bon, ça me paraît un peu compliqué à faire. Mais ça paraît compliqué, mais vraiment, il y a des choses. C'est risqué, mais ça peut être intéressant. Ça pourrait être pas mal intéressant parce que toi, j'ai eu des retours d'auditeurs qui j'étais assez content, mais qui prenaient les podcasts comme un cours. Et du coup, il m'avait envoyé des commentaires en me disant, du coup, il y a une fois, il y a un invité qui dit ça, alors qu'il y en a un autre qui a une vision qui finalement s'oppose. Et moi, j'expliquais que du coup, oui, c'est des visions qui s'opposent, mais c'est la prévention, c'est de la vision, mais c'est une vision de chacun, un parcours de chaque personne. C'est pas du tout
une règle, ou en tout cas, ouais, c'est pas une science exacte, et du coup, c'est normal que par rapport à leur parcours, les gens aient des visions différentes, et il faut aussi le prendre comme ça, et c'est aussi pour ça que c'est riche et que c'est aussi intéressant. Donc, on peut pas juste se dire, bah voilà, tout est cadré. Quand j'ai une situation dangereuse, ben j'interviens comme ça. Quand j'ai une personne qui refuse de, je sais pas, de porter ses EPI, j'interviens comme ça. Pas du tout. Loin de là. Et justement, ça apporte cette diversité. Et donc, c'est assez riche. J'en suis content. Je trouve que c'est exactement une démarche justement d'amélioration continue, de retour d'expérience. C'est bien le terme que tu utilises. Justement, tout le monde a son expérience. C'est quelque chose qui va marcher dans la pétrochimie, fonctionnera pas forcément dans l'agroalimentaire, ni dans le bâtiment, ni dans une PME. Ça fonctionne pas comme dans un grand groupe. Et c'est ce que j'aime bien dans ton approche et dans ton podcast, justement, c'est je dirais l'éclectisme de tous les invités qui apportent chacun leur vision, et à l'auditeur de prendre ce qui fait écho en lui dans son contexte, pour se dire ça je peux l'appliquer, ça s'applique pas chez moi, ça pourrait être une bonne idée, ça bon bah il y en a qui ont essayé, ça marche pas, ça sert peut-être à rien que j'y aille, etc. Et c'est cette envie de partager les bonnes choses et les mauvaises choses aussi, parce que tu évoques aussi des échecs et des choses comme ça, c'est assez intéressant. Mais d'ailleurs, toi, je sais que tu y crois aussi, mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup des difficultés que les autres personnes ont pu avoir du coup, pour pouvoir gagner du temps, mais pour pouvoir intégrer ce savoir et justement ce retour d'expérience, d'essayer de voir soit ce qui est applicable chez nous, mais aussi ce qui fait sens, dans le sens qu'est-ce qui pourrait m'aider sur cette situation de travail, mais avec mon background, avec mon expérience, et pas celle que j'ai appris en cours, qui vraiment, clairement, je m'en rends compte de plus en plus, mais est tellement loin de ce qui qu'on rencontre, sur le terrain, et je pense que j'en parlerai peut-être plus tard, mais c'est vraiment quelque chose qui est indispensable dans une volonté de prévention, aller sur le terrain, se confronter aux vraies situations si on veut faire progresser les choses et en améliorer les conditions de travail ou la vie et la qualité de réalisation. C'est quelque chose qui est indispensable, quoi. Tout à fait. Alors, quelque chose qui vient de m'interpeller, je ne m'étais pas posé la question, mais je ne connaissais pas ton âge avant que tu le donnes tout à l'heure. Et donc, tu es quand même plutôt jeune. Et ça fait quelques années déjà donc, que tu as ton blog, là que tu lances du podcast. Je trouve que je suis assez impressionné pour quelqu'un qui est relativement justement jeune, d'avoir déjà cette envie de partage. Parce qu'en général, c'est plutôt des gens qui ont un petit peu d'expérience, au moins en termes d'années, qui ont envie de justement servir de transmetteur. Et ça, tu l'as, toi, dès finalement tes premières années d'activité professionnelle. Donc finalement, c'est quelque chose que tu avais en toi certainement dès le début, ou qui est venu au fur et à mesure? Alors, je pense que c'est une volonté, ou en tout cas quelque chose que j'ai depuis toujours. Ça me paraît cohérent, mais je pense que c'est aussi beaucoup, là pour le coup, c'est plus mon activité principale. Il y a bien sûr des guides et des choses prescriptives qui sont indispensables, mais il y a des choses très opérationnelles qui vont se résoudre par ces discours qui sont un peu pas cadrés, en tout cas informels, voilà ce que je cherchais, et qui vont vraiment permettre de vraiment partager quelque chose et trouver une solution implémentable directement dans sa problématique locale, quoi. C'est un peu souvent ce que moi je constate, c'est le radio moquette ou radio cafette. Tu apprends plus par là que dans des réunions plénières où finalement on traite un sujet et puis on aborde ce sujet-là, et puis voilà. Mais ces petites discussions finalement qui, de proche en proche, t'amènent des fois, notamment dans les audits, des fois c'est quand tu sors finalement du cadre initial que tu fais émerger des solutions sur lesquelles tu ne serais pas allé naturellement, parce que ça ne te vient pas l'idée, tu ne l'as pas forcément ce truc-là. C'est en rebondissant sur une intervention de quelqu'un que tu te rends compte qu'il y a des défauts qui sont récurrents, des dysfonctionnements qui sont récurrents et que finalement personne n'évoque parce que c'est jamais à l'ordre du jour, ou au contraire des bonnes pratiques qui sont mises en application et que finalement personne n'a mis en avant parce que personne ne s'est posé la question. Et c'est de rester effectivement curieux et dans le partage qu'on en apprend le plus souvent, quoi. Et je suis entièrement d'accord. Et en même temps, ce qui est très compliqué dans la partie animation, c'est d'aller chercher les gens, parce que tu vois, tu peux pas juste mettre un sujet bonne pratique, partagez vos bonnes pratiques, et il y a tout qui sort comme ça, tu vois. C'est pas du tout un truc que tu peux. C'est pas un process, c'est pas un truc que tu peux mettre.
Ouais. Exactement, c'est pas un process. Il y a besoin de, voilà, des petits trucs qui lui, la personne ça va lui faire penser à quelque chose. Et en même temps, il faut que ça mature un peu. C'est pas immédiat. C'est pas, voilà, il y a pas un slide qui dit maintenant partager. Ça marche pas, quoi. C'est ça, ouais. Il faut créer les conditions, en fait, de faire émerger ces situations. Et ça passe par, effectivement, de la confiance, de l'animation. Parce que la confiance, je sais pas si toi tu le constates, mais des fois, il y a un petit peu des gens dans les entreprises qui n'osent pas trop non plus se prononcer parce qu'ils se disent tout ce que je dis pourra être retenu contre moi, en bien comme en mal, en disant si je fais un truc bien, on va me dire on va me coller la responsabilité de développer le truc. Et puis si je remonte un truc mal, on va me dire c'est que tu fais mal ton boulot. C'est souvent ce qu'on m'oppose en me disant nous on fait notre boulot et puis on se limite à ça parce que derrière on a un peu peur des conséquences de ce qu'on pourrait faire réémerger, quoi. Je sais pas si tu connais les mêmes sujets. Alors effectivement, alors là pour la partie confiance, c'est vrai que ça c'est indispensable dans tout processus. Par exemple, je prends le processus de remontée de situations dangereuses. C'est quelque chose qui est quand même basé sur la confiance, mais une confiance mutuelle, parce que on va dire le manager il va avoir il doit avoir confiance en ses managers pour qu'ils lui remontent des choses. Mais si les personnes qui vont remonter les situations des situations dangereuses, elles n'ont pas confiance en la personne pour qu'elles les traitent derrière, il n'y ait pas un système qui soit en capacité de faire évoluer les choses, parce que c'est pas forcément immédiat, il y a des choses qui sont plus lourdes, mais si c'est juste pour comptabiliser et faire un indicateur, le monter en vert, que dire que toutes les situations dangereuses, elles sont bien identifiées, clairement, ça va servir à rien. Et du coup, la confiance, elle va s'éroder et du coup, tu auras pas de résolution de la situation. Et en plus, tu auras plus de remontée des nouvelles situations qui peuvent apparaître parce que on se dit, de toute façon, ça sert jamais à rien. Donc, c'est un processus qui est assez compliqué. Enfin, pas un processus, je veux dire, quelque chose qui est assez compliqué à mettre en place. Et en même temps assez fragile parce que c'est pas du tout robuste, ce genre de choses. La confiance, justement, c'est quelque chose d'assez personnel. Et au changement d'acteur, c'est là où tu vois que tu vas avoir des baisses de performance. Je pense que ça, pour le coup, c'est vraiment très transverse, quel que soit le processus. Les baisses de performance au changement d'acteur, nous, c'est un truc qu'on essaye de combattre, mais la pérennisation, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et justement, la confiance, elle se fait dans la pérennisation et elle s'auto-alimente après. Donc, c'est assez, il faut arriver à trouver les conditions de créer un cercle vertueux, finalement, où, finalement, je pense que ce que tu as dit, c'est important et je l'ai pas mal connu aussi, c'est la problématique de ce que je fais ne sert à rien, qu'on retrouve un peu partout dans toute démarche et en amélioration continue, en retour d'expérience. C'est-à-dire que quelqu'un qui effectivement est assez moteur et dynamique sur ce type de démarche, de remonter des presque accidents, des situations dangereuses ou des choses comme ça, s'il se rend compte qu'effectivement ça sert juste à alimenter un indicateur et puis une pile de documents sur le bureau du manager, mais que derrière il ne se passe jamais rien, qu'on n'en tire pas de conséquences et que les situations se reproduisent en plus, le sens des actions ne sert plus à rien. On dit tout ça pour ça sert à rien, je me bats contre des moulins à vent. Par contre, un manager effectivement qui dit écoute, ça peut pas être traité tout de suite parce qu'il y a un besoin d'analyse, il y a besoin peut-être de faire un groupe de travail, ça met du temps parce qu'on peut pas d'un claquement de doigts mettre en place quelque chose. Et pour la personne qui a remonté l'information, elle dit ok, au moins ce que j'ai fait c'est pris en compte. Il y aura peut-être une action, peut-être pas, mais en tout cas l'information a été analysée. Et je pense que effectivement ce que tu évoquais, ça crée derrière la personne qui a remonté l'information se dit ce que je fais ça a du sens, donc elle devient convaincue et elle le fait pas juste parce qu'on lui demande, elle le fait parce qu'elle sait que ça peut apporter quelque chose. C'est comme ça que je le perçois moi. Je suis entièrement d'accord. Et donc là on est déjà rentré vite dans le vif du sujet, mais justement, on n'a pas encore abordé ce qui avait lancé ton envie de partage. Enfin, moi, ce par quoi je t'ai connu, c'est le blog Safety Vigilante, qui est un blog effectivement sur la prévention des risques professionnels essentiellement. Enfin, je te laisserai compléter. Et qui est un blog dans lequel je me retrouve parce qu'il y a une approche de vulgarisation et de vraiment d'approche assez universelle pour éviter que ça soit que les experts qui comprennent ce qui est écrit. J'aime bien, de temps en temps, tu mets des petites images un peu humoristiques, des petites références, je dirais, de la pop culture ou des choses comme ça. Et je trouve que c'est un exercice intéressant parce que ça ne laisse pas les domaines d'expertise aux seuls experts, en fait. Et ça, j'aime bien ce genre d'approche.
Déjà, merci. Et alors, pour répondre sur l'envie, moi, en fait, dès que j'ai commencé dans la prévention des risques, c'est un sujet qui m'a passionné, quoi. C'est vraiment quelque chose où je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment ce que je veux. Dans l'industrie, c'est encore plus ce que je veux. Mais j'avais aussi l'envie d'entreprendre et de créer quelque chose. À ce moment-là, je baignais pas mal dans la culture startup, des choses comme ça. Et je me suis dit, mais j'ai pas d'idée spéciale, je vais me mettre dans ce que j'aime et ce que je pratique au quotidien. Et du coup, c'est la prévention des risques. Et voilà, toujours dans cette volonté d'apprendre, j'ai appris à créer un site web, je sais pas, une newsletter, plein de choses comme ça. Et du coup, à l'alimenter. Donc, c'est passé par des articles. Et ma volonté derrière ça, c'était du coup moi, un peu comme toi, je fais pas mal de veille, je lis beaucoup de choses je lisais beaucoup de choses je trouvais un peu trop des domaines d'experts qui parlent aux experts et qui s'intéressent pas vraiment des gens que ça pourrait, enfin, qui eux pourraient être directement intéressés par ça, dans le sens qui sont peut-être plus proches du terrain, je sais pas si c'est cette vision, mais en tout cas qui vont pas passer le temps à lire une thèse de 200 pages parce que les concepts sont trop compliqués. Donc du coup, je me suis mis à rédiger des articles. C'est pas forcément évident d'ailleurs parce que tu dois vulgariser, tu mets un peu tu mets ton expérience dedans, tu essaies de sourcer aussi avec les enseignements que tu as pu avoir par la suite. Et en même temps, moi je trouvais que le rendre ludique, c'était ce qu'il y avait de plus sympa pour moi aussi, pour les lecteurs. Et tu vois, je suis content que tu m'en parles parce que ça m'a permis de lier pas mal de contacts. Le fait d'avoir ce côté un peu plus ludique, il y a plein de gens que ça a marqué, qui étaient d'accord avec ce qui était écrit, mais qui du coup disaient mais il a une vision qui est plus positive, il a une façon d'aborder la chose qui est beaucoup plus détendue aussi, parce que on traite on traite tout le temps de sujets graves en sécurité au travail, parce qu'on est convaincu que c'est l'unique levier, alors que non, c'est pas l'unique levier. Il y a beaucoup de choses qui peuvent permettre de faire progresser, et la culture et les leviers positifs en font partie. Et du coup, moi, je suis aussi très convaincu par tout ça. Et donc, du coup, je crois que j'ai commencé fin 2017 à commencer à poster des articles plus ou moins régulièrement, parce que comme je te disais, c'était pas forcément évident. Oui. Et c'est pas forcément évident. J'avais pas forcément le temps parce que j'avais aussi ça prend du temps. J'avais aussi mon boulot perso, ma vie perso, tout ça. Mais quand je prenais le temps, je le faisais. Et puis je me suis surtout beaucoup développé sur LinkedIn, où je faisais de la curation en fait, beaucoup de veille. Je relayais des informations que je trouvais intéressantes. Enfin, je dis ça au passé, mais je le fais toujours, mais je le fais moins parce que là, j'essaie de mettre toute l'énergie sur le podcast, donc je le fais un peu moins. Mais voilà, de la curation, essayer de mettre en avant ce que je trouvais intéressant, de relayer aussi mes propres articles, ça me permettait forcément de toucher plus de monde et de développer petit à petit un réseau, de plusieurs, de beaucoup de préventeurs qui étaient intéressés par la chose. Je sais pas, lancer des questionnaires, des sondages, discuter avec des gens du métier, ne pas être d'accord, et c'est aussi ça qui est intéressant. Et du coup, je fais l'histoire en entier. Et en fait, je pense comme toi, je consomme beaucoup de podcasts. Moi, j'apprends beaucoup de choses grâce aux podcasts. Et depuis l'idée, franchement, je l'avais depuis 2019. Je voulais faire un podcast parce que ça m'intéressait énormément d'apprendre à en faire un, mais surtout de trouver un nouveau média en fait, d'avoir quelque chose qui parle. Et c'était pas forcément évident parce que du coup, comme je disais, je partais de zéro, j'avais aucune connaissance technique. Et on avait d'ailleurs échangé, tu m'avais donné plein de conseils qui m'avaient beaucoup aidé par la suite. Et puis finalement, j'ai enfin trouvé le courage début 2020 de lancer un podcast d'échange. Donc c'est des entretiens avec des experts du domaine pour pouvoir avoir leur vision de la sécurité, qui des fois, comme je disais, peuvent s'opposer. Oui. Mais aussi, on parlait de confiance, ça c'est un truc qui est important pour moi. On prend le temps de discuter, ça peut être
un peu long, un peu comme on le fait maintenant, mais justement, moi, je trouve que c'est intéressant déjà de se détendre de rentrer, ouais, voilà. Voilà, de se détendre, de se dire que là, course, on est toujours pressé dans notre monde actuel. Pouvoir, voilà, prendre le fait de prendre du temps, mais voilà, d'exposer des choses, de partager son expérience, partager ses difficultés et voilà, c'était ma volonté. J'essaie de le faire évoluer pour que ce soit le plus intéressant possible par rapport au retour des gens que je peux avoir. Mais le but, c'est voilà, d'être dans cette idée de partage, d'enseignement que tu peux avoir de quelqu'un qui a de l'expérience ou de quelqu'un qui vit aussi en même temps que toi, quoi. Donc, oui. Je trouve que c'est du moi, c'est comme ça que je l'écoute, en tout cas, et que j'apprends plein de choses, effectivement. Ce que j'aime bien, en fait, dans ton approche que tu évoquais, c'est que tu es dans un grand groupe. Pour autant, pour y avoir été moi aussi, par le passé chez Bouygues, on peut avoir tendance à être entre soi. Et comme tu disais tout à l'heure, à être des débats d'experts, etc. Mais justement, ce que j'aime bien dans tes blogs et dans ton podcast, c'est que tu te remets toujours au niveau terrain, au niveau finalement de quelqu'un dont c'est peut-être pas le quotidien, en fait. Moi, je pense souvent, parce que maintenant, étant consultant, je rencontre des gens où des fois, le responsable qualité, c'est aussi le responsable administratif qui fait qualité en plus. Et puis, le responsable sécurité, c'est le responsable production qui a aussi la casquette, parce qu'il n'y a pas une personne et un service support dans chaque entreprise, dans beaucoup de PME et encore plus dans les TPE. Les gens, ils sont multicasquettes et ils n'ont pas le temps d'aller, effectivement, comme tu disais, lire de la documentation technique, etc. Mais par contre, ils ont des besoins opérationnels en matière de QSE. Et j'aime bien ce genre de démarche que tu as, toi, qui fait que même quelqu'un qui n'a pas fait d'études dedans, qui ne baigne pas dedans au quotidien, peut s'approprier des concepts, creuser sa curiosité, etc. Et c'est valable et dans le blog et dans ton podcast, parce que aussi tu amènes les invités à se poser les questions de cette façon-là, en fait, et à répondre pas uniquement en tant qu'expert. Et donc ça c'est plus un compliment qu'une question, mais c'était un retour que je pouvais te faire, en fait. Ben, merci beaucoup, mais c'est vrai qu'en plus la diversité des invités aussi aide à voir ce côté très ma situation elle est pas la même, ou oui, moi je m'occupe de plusieurs choses en même temps, enfin comme tous les préventeurs, mais il y en a effectivement qui sont pas du tout dédiés à la fonction, et pour autant ils vont avoir les mêmes problèmes et encore moins de temps pour les traiter, et du coup se servir. Moi, c'est pour ça que j'essaie de donner un angle beaucoup plus pratique cette année, et je pense que voilà, en se basant sur ce que des experts peuvent te donner en 45-50 minutes, est peut-être plus implémentable ou plus utilisable par la suite que lire leurs livres, même si c'est effectivement très intéressant, mais c'est peut-être le temps que tout le monde ne trouvera pas, en tout cas. Oui, en fait, c'est ça, c'est l'avantage, c'est que tu peux le faire en faisant autre chose, quelqu'un qui prend la voiture et peut écouter un podcast ou quoi que ce soit, ou en faisant ses courses, ou voilà. Et c'est vrai que je trouve que c'est un vrai avantage. Alors, d'ailleurs, sur la voiture, ça me fait penser, et ça c'est un des retours les plus cool que j'ai eu. C'est un auditeur, du coup, un abonné qui m'a envoyé la photo de sa voiture où il écoute en fait tous les soirs le podcast. Et du coup, tu sais, ça s'affichait sur l'écran GPS de sa voiture, le podcast. C'est vrai que c'était super cool. Ça m'a fait très plaisir. Ah bah oui, ça fait. Déjà, le fait d'avoir des gens qui écoutent, c'est sympa. Et en plus, des gens qui écoutent et qui font un retour. Comme quoi, pas forcément qu'ils sont d'accord ou quoi que ce soit, mais le fait de vouloir partager ce retour-là, ça montre quand même qu'il y a un lien qui se crée. Tout à fait, ouais. Et je trouve ça, là où effectivement, avec un livre, c'est peut-être plus impersonnel. La voix, c'est quelque chose de très. Oui, ça crée un lien particulier, là où un livre, on n'a pas le ton de la personne quand elle a voulu le dire, on n'a pas la dynamique de la voix, on n'a pas les choses qui vont. Enfin, voilà. Donc, moi, je suis Après, j'ai pas besoin de te convaincre, toi. Non, bien sûr. Alors, on se fait un truc entre nous. Podcasteur, mais c'est vrai que je pense aussi que le média podcast, il a vraiment de l'avenir pour ça, parce que voilà, on partage un moment avec quelqu'un. Enfin, je sais pas, t'es dans sa tête pendant un petit moment, c'est quand même assez exceptionnel, et même si la radio est pas du tout neuve, le fait que ce soit aussi facile pour des indépendants d'en faire est quand même quelque chose qui est pour moi assez révolutionnaire, pardon, parce que c'est quand même très différent de la radio où tout est assez cadré et assez formaté. Là, voilà, tu donnes tu vois, on fait des choses qui sont assez similaires, mais
pas du tout de la même manière. On donne la couleur qui nous correspond, notre vision. Et justement, il y a de la place en plus pour tout le monde. Donc, je pense que c'est vraiment pour ça que la vague du podcast est aussi grosse en ce moment. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Enfin bon, effectivement, on n'est pas là pour vendre forcément plus le podcast que ça, mais c'est vraiment un média qui, moi en tout cas, me parle pour divers avantages. Et effectivement, notamment le fait de casser les codes et de pas forcément devoir répondre à des besoins de grille de programme, de forme éditoriale, etc. La forme éditoriale, c'est celle de tout un chacun, quoi. Donc chacun peut mettre ce qu'il veut, quoi. Donc là, tu disais par rapport à ton justement au podcast que tu animes, donc la volonté de faire du retour d'expérience, ça c'est très intéressant. Et qu'est-ce que tu retires de cette première année en difficulté vraiment? Tu parlais un peu de l'organisation, etc. Est-ce que sur des invités, sur ta façon peut-être de présenter certains sujets, est-ce que finalement les premiers épisodes te font réorienter ta ligne éditoriale, ou est-ce que finalement c'est pas forcément sur ces angles-là que tu vas revoir l'approche? Déjà, tu as changé de visuel. J'ai vu que déjà. Ah oui, bah alors ça, ouais. Avait un visuel différent, donc ça déjà c'est un changement. Ouais, alors en fait le premier, tout simplement, je l'avais bricolé parce que j'y avais pas pensé initialement. Je me dis mais oui, c'est vrai, il faut une image avec un podcast, et donc j'avais fait un truc assez rapide. Alors que là j'ai fait appel à un graphiste en lui exprimant un peu tout ce que je voulais mettre dedans, et c'est comme ça qu'il a créé ce nouveau visuel. Mais alors des enseignements, il y en a pas mal sur cette première saison. Alors j'avais parlé du fait de la partie comment dire, de convaincre les invités, plus de participer à l'émission. C'est pas toujours évident. Ça, je pense que je progresse, même si à chaque fois ça peut repartir de zéro. Mais en termes de préparation, tu vois, là, mon objectif sur cette année, c'était de passer à un format hebdo régulier, et ça veut dire aussi plus de préparation en amont, toi, j'ai pas mal d'épisodes d'avance, donc ça veut dire tout simplement s'organiser comme toutes les tâches, quoi. Booker les personnes, booker les enregistrements, préparer un temps dans mon planning pour faire du montage, préparer la diffusion, le diffuser à la personne pour qu'elle soit OK, faire des réajustements s'il y a besoin. Tout ça, finalement, dit comme ça, c'est très simple ça a l'air simple, mais petit à petit, c'est devenu un processus que moi j'ai écrit. Et en fait, j'ai des étapes que je coche à chaque fois pour justement, c'est clairement de l'amélioration continue quand j'y repense. Pareil, c'est bizarre. C'est vraiment des petites étapes d'un petit processus qui fait que du coup, je sais où ça pêche, ou quel temps j'ai besoin à peu près à chacun des épisodes, et le temps que j'ai besoin pour améliorer, identifier là où des fois ça pêche, parce que après c'est dommage, c'est du temps perdu en tout cas sur la production, et sur la mise à disposition après des épisodes, comme je veux au maximum être régulier. Et sinon, dans la partie plus contenu, la ligne éditoriale, elle a pas changé, mais changer, je pense que c'est un gros mot. Elle a évolué dans le sens où j'avais quand même la volonté de faire un truc où on discute le plus possible, mais comme tout au début, ça peut te faire peur, donc t'écris toutes tes questions, et du coup, c'est dur d'en sortir, tout en étant, tu veux quand même aborder certains points, mais en même temps, si c'est juste de jeu de questions-réponses, je pense que c'est pas intéressant ni pour l'invité ni pour les auditeurs. Donc du coup, là-dessus, j'ai essayé d'évoluer au maximum, de me détacher autant que possible et de plus préparer en amont pour que ce soit le cas. Mais ce que je fais, c'est que du coup, je m'immerge plus dans le parcours des gens. J'essaie de lire un peu les articles qu'ils ont pu produire, par exemple, d'essayer d'interagir sur leur expérience en prenant le maximum d'informations en amont. Et je suis pas encore à l'objectif, mais petit à petit, j'essaie de progresser pour que ce soit plus fluide. Oui, c'est vrai que moi, à t'écouter, je te sens de plus en plus à l'aise, en tout cas, dans cette approche. On sent que tu te détaches. Tu sais, je vais faire le parallèle avec quelqu'un qui fait de l'audit. Au début, il va s'être fait sa petite grille d'audit. Il va se raccrocher à la question, etc. Puis au bout d'un moment, le fil d'audit, la grille d'audit, elle devient plus le guide, ça devient un guide, ça devient un fil conducteur plus qu'une
une checklist. Tout à Et fait. puis, l'important, c'est de pas oublier où tu veux aller. Et donc là, on sent bien que tu te détaches au fur et à mesure du sujet. Mais effectivement, je vois bien ce que tu dis par rapport à la préparation et au process qu'on met en place. Du retour d'expérience immédiat, tu te rends compte que tu as raté une étape importante et puis tu te dis bah, j'ai plus perdu de temps finalement à rattraper mes erreurs que le temps que j'aurais passé à le préparer. Et bah, la fois d'après, tu prépares plus et puis tu te rends compte qu'effectivement, tu es plus efficace. Et puis bah, ça, c'est une démarche d'amélioration continue. Tu intègres ça à chaque fois à ton process pour mettre en place de plus en plus de sujets. Moi, j'utilise plein de checklists, etc. J'utilise notamment beaucoup Trello pour mes podcasts. Et même pour des choses qui peuvent paraître assez triviales, mais ne serait-ce que la communication une fois publiée. Ne pas oublier, j'ai plusieurs médias, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Puis des fois, je me dis, ah mince, j'ai oublié de faire le truc là-dessus. Oh. Et, tu dis, bah, du coup, il faut que j'y retourne. Et quand tu n'es plus dans la dynamique, c'est un peu fastidieux d'y retourner a posteriori en disant, mince, j'ai oublié ça. Puis tu n'es plus dans la même dynamique de communication. Donc, je me suis fait ma checklist. Et une fois que j'ai tout coché, je fais, hop, cette action-là, elle est finie. Je peux me consacrer à autre chose, quoi. Et en plus, pour te rejoindre sur ça, il y a le, comment dire, l'état d'esprit, il y a aussi l'énergie. Parce que t'es pas dans la même énergie quand tu t'es dit, bon, là, j'ai fait la production, c'est bon. Maintenant, je fais de la diffusion, je fais du marketing, plus ou moins. Ouais. Et voilà, et ouais, c'est des trucs à cocher, mais c'est quand même prenant parce que tu veux intéresser les gens. Toi, tu sais que le contenu est intéressant, mais il faut trouver quelque chose pour le faire. Et du coup, après, t'es multicanal, donc tu dois parler à tout le monde. Et c'est vrai que c'est prenant. Et je pense je sais pas si on sous-estime, mais en tout cas, quand tu lances un projet, tu le vois pas autant. Et je sais que aujourd'hui, bah pareil, j'essaie de le faire. Et pareil, des fois, j'oublie. Je sais pas, sur Facebook, je suis très peu présent. Et je sais qu'au contraire, je devrais être beaucoup plus présent. Ça m'aiderait peut-être plus. Mais il faudrait que je fasse plus. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut s'améliorer là-dessus et c'est de prendre en compte que des fois, t'as cette énergie à mettre et que quand tu as fini ton épisode, c'est pas fini. Au contraire, il y a encore une étape. Oui. Il faut encore continuer pour attirer toujours plus de monde et en même temps, ça te fait plus de retours et ça te permet de t'améliorer aussi. Et aussi, tu peux certainement avoir des interactions avec des gens auxquels il faut répondre parce que quand tu sollicites, ça prend aussi du temps parce que l'idée, c'est pas d'être tu lances une bouteille à la mer et puis elle vit sa vie. Non, c'est justement, je pense que tu as envie de solliciter des échanges et ça aussi, c'est chronophage et tout ça, quoi. Donc, mais c'est vecteur, effectivement, d'amélioration, de partage, de bonnes pratiques, de confrontation. Moi, je trouve que c'est intéressant. Se confronter, ça ne veut pas forcément dire s'opposer ou mépriser l'autre. Au contraire, des fois, ça peut permettre de monter tous en compétences, en fait, et en connaissances. Donc, c'est en ça que je trouve intéressant ton approche. Alors, justement, tu as vu passer pas mal de monde à ton micro. Toi, tu es dans un grand groupe, donc tu côtoies certainement beaucoup de monde. Comment pour revenir un petit peu sur l'aspect vraiment santé-sécurité, et même, je dirais peut-être QSE au général, même si toi, tu es plus santé-sécurité, comment tu vois l'approche managériale sur ces thématiques-là en France? Est-ce que tu sens justement une amélioration de la prise en compte? Est-ce que ton sentiment, c'est que de temps en temps, on dit bon, il y en a ras-le-bol de la sécurité? Moi, j'ai connu ça dans le passé, des gens qui quittaient les grands groupes en disant il y en a ras-le-bol de la sécurité. Je préfère aller dans une entreprise où on revient à des côtés plus humains et plus terre-à-terre. Est-ce que les procédures tuent les démarches qualité, etc. Comment tu le ressens, toi, par rapport à ça, au management au quotidien? Alors, je pense que déjà, moi, ma vision, elle est quand même un peu biaisée parce que je suis dans un secteur qui a une culture qui est très réglée. Et du coup, la procédure est quand même quelque chose qui est assez central. Et du coup, ce serait dur de dire que, enfin, ça n'aurait pas de sens de dire que ça tue même l'intérêt du boulot parce que nous, c'est vraiment central et c'est comme ça que c'est construit. Mais par contre, au niveau même du QSE en général, je trouve qu'il y a quand même des choses qui se passent. Enfin, voilà, je connais les grands groupes, mais du coup, avec ces interviews et ces entretiens, ces rencontres, j'ai l'impression que d'avoir une vision de plus en plus diverse du sujet. Et je trouve que au contraire, ça progresse pas mal. Enfin, je veux dire, les grands groupes, ils font pas que d'en parler. Il y a quand même énormément de moyens qui sont mis. Et au niveau enfin, je reviendrai sur les grands groupes, mais au niveau des petites boîtes, ça devient des critères pour obtenir des contrats. Donc, moi, tu vois, par exemple, une de mes premières missions, c'était de mettre en place le MAS. Et finalement, c'est devenu
je vais pas dire banal, mais c'est une exigence contractuelle comme une autre de manager la santé, sécurité et l'environnement. Et du coup, ça devient de plus en plus, voilà, une compétence Général, métier. C'est intégré en tout cas, et du coup, nous, ça fait monter le niveau de compétences des entreprises également en dessous. Alors le MAS, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le manuel d'amélioration de la sécurité et de l'environnement. Ouais. Et c'est vrai que c'est industriel en fait, adapté aux petites entreprises, et c'est très opérationnel. Je veux dire, par rapport à une norme, pour moi, il n'y a rien à voir, parce que c'est vraiment comme sont décrits chacune des actions à mettre en place, c'est vraiment très opérationnel. C'est pour ça que beaucoup de groupes se tournent vers ça. Ouais, c'est plus orienté terrain, là où les normes, c'est plus management en fait. Voilà. Pour faire un peu, je dirais, de façon un peu grossière, mais c'est plus comme ça qu'on peut voir les choses. Oui. Et oui, alors excuse-moi, je voulais juste terminer sur. Enfin, il y a quand même une tendance que je vois se dessiner, et je pense que ça fait quand même quelques années, enfin beaucoup d'années. C'est vraiment la recherche de l'excellence dans les grands groupes, notamment drivé par tout ce qui est oil and gas. C'est vraiment essayer d'aller chercher le zéro accident, ou en tout cas être en capacité de maîtriser tous ces risques. Et ça, c'est bon, je pense pas que ce soit encore pareil partout, mais c'est quand même quelque chose qui est bien diffusé. Je veux dire, c'est vraiment une culture. Il y a ce côté benchmark entre les grosses boîtes, de se comparer aux autres, et de vraiment aller plus loin, qui, je pense, nous sert en tant que préventeur. Peut être exigeant parce que c'est quand même lourd à mettre en place, mais ça, c'est une tendance que moi j'ai l'impression de voir évoluer beaucoup sur le QSE. Je suis assez d'accord. Alors, j'ai un petit bémol par rapport à ça. Dans le passé, du benchmark, il est limite du benchmark en fait, parce qu'on vient de métiers assez différents, même s'il m'est arrivé d'intervenir chez EDF ou chez Oil and Gas, différents, Total, etc. Justement, c'est que des fois, il y a des métiers qui veulent s'inspirer d'autres activités, là où c'est pas toujours applicable en tant que tel. C'est-à-dire qu'ils prennent l'aspect méthode, recette de cuisine. On va appliquer exactement ce qui se fait ici pour l'appliquer chez nous, et ça marche pas, donc ils jettent tout d'un coup. En fait, tu vois ce que je veux dire? Le côté baguette magique. Je prends l'exemple de certaines choses comme la méthode 5S qui a voulu être appliquée sur certains chantiers. C'est beaucoup plus difficile d'appliquer la méthode 5S sur un chantier qui est par essence mobile que sur une ligne de production qui va être plus fixe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça n'a pas été adapté, ça a été pris tel quel. Et de fait, il y a des choses qui n'ont pas marché. Et du coup, ça a été vu comme un demi-échec. En fait, tu vois? Ouais. Alors que finalement, peut-être que c'était quelque chose qui était très bien, mais qu'il fallait peut-être adapter à une spécificité métier. Plutôt que de dire, ça va être la recette miracle, à partir de demain, tout va être nickel, comme sur une ligne de production. Mais un chantier, par nature, c'est pas aussi nickel, donc il y a peut-être des adaptations à faire. Alors là, je prends un cas concret, mais de temps en temps, on a un peu ce travers-là du benchmark, de dire, ça c'est génial, ça marchait un tel, et on va l'appliquer, ça a marché pareil chez nous. Et comme tu disais tout à l'heure, un processus, c'est pas une formule magique. Il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas, il faut savoir s'adapter. Et d'où l'intérêt du retour d'expérience pour revenir sur le sujet. Voilà. C'était un petit bémol par rapport à ça. Non, mais je suis d'accord. Et malheureusement, la volonté de tout balancer le bébé avec l'eau du bain peut encore exister, malheureusement. Ne pas comprendre qu'il y a une adaptation qui est indispensable, c'est que ça existe encore. Et puis qu'il y a dans l'amélioration continue, il y a ce terme continu, c'est-à-dire que c'est évolutif et que on va pas sauter l'escalier du jour au lendemain. Il va falloir faire marche par marche. Et que les résultats, ils vont peut-être mettre quelques semaines, quelques mois, quelques années avant de se concrétiser. Et des fois, on n'attend pas le temps suffisant pour se rendre compte. On passe tout de suite à une action. Ça marche pas, on fait autre chose. Hop, ça marche pas, on fait autre chose. Et des fois, c'est en termes de mobilisation des équipes. Je sais pas si toi tu as ça, mais moi j'ai déjà entendu des fois des gens dire ça aujourd'hui c'est ça et puis demain ça sera autre chose. Donc ils s'impliquent pas forcément dans les nouvelles actions qu'on leur demande. Je sais pas mais parce que malheureusement ou heureusement, dans l'éducation, il y a quand même une notion de répétition, et puis l'engagement est indispensable. Et si la personne qui est visée, ou en tout cas qu'on veut faire évoluer, elle sait que c'est avec quelque chose de ponctuel et qui va pas être suivi, effectivement, elle, de son côté, elle se dit, il y a eu ça, hier, on avait un autre truc, mais bon.
on voit que ça n'intéresse pas vraiment non plus le niveau supérieur parce qu'il n'y a pas une répétition, il n'y a pas le message qui est martelé, il n'y a pas un suivi qui est mis en place. Donc, après, ça malheureusement, je peux le comprendre parce que du coup, derrière, ça, c'est pas assez répété. Et de fait, toi, quelle est ta méthode, ta technique, je dirais, ou ton approche pour justement réussir à impliquer tout le monde, sensibiliser les managers, impliquer les personnes du terrain, les collaborateurs terrain, peut-être des dirigeants? Comment faire en sorte qu'il y ait une certaine cohérence? Est-ce que toi, ça fait partie de tes attributions et de ton quotidien, justement? Alors, dans mon quotidien, on va dire, dans mon activité principale, ouais, c'est quelque chose qui est assez... parce que, en gros, on a des pilotages qui sont stratégiques où tous les sujets sont prioritaires. Et ça, je pense que c'est... Gros sujet. Je pense que c'est quand même le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on on est du mal à voir clair dans nos priorités et du coup, tout le monde, toutes les personnes qui portent leur dossier ou leur sujet vont dire, bah si c'est urgent, on a cette pression-là de l'autorité, on a cette pression-là réglementaire ou autre, mais moi j'ai pas de baguette magique, mais honnêtement, je pense que des choses qui sont parmi les choses qui je trouve peuvent marcher, il y a le fait déjà d'être le plus clair possible sur les enjeux et les ressources nécessaires, parce que je pense que ne pas être assez, enfin, en tout cas, ce qu'on estime initialement dans un projet, ne pas être conscient de l'effort que ça va nous nécessiter est assez trompeur. Mais et après, il faut tout ça. Enfin, moi, je trouve que c'est nécessaire de mettre des échéances qui sont atteignables et de mettre et de montrer dans son implication. Par exemple, nous, nos projets, ils sont souvent pilotés nationalement, ils sont souvent pilotés du haut, on va dire, et avec une volonté, une sorte d'injonction à faire, quoi. Alors que en prenant du temps, attends, je vais peut-être prendre un exemple plus parlant sur des aspects plus réglementaires où on avait pas mal de choses à décliner, en tout cas à analyser réglementairement, et c'était une masse de travail qui était assez monstrueuse. Sauf que là, c'était plus par l'exemple que ça a aidé. Donc déjà en prenant le temps d'aller sur le terrain, d'expliquer à tous les sites, donc ça veut dire chez nous 20 fois, expliquer la même chose, expliquer les tenants, les aboutissants, mais également montrer qu'on est dans la même situation, c'est-à-dire qu'il y en avait localement des choses à faire, mais il y en avait des choses nationalement également à faire. Et ça, du coup, je trouve que ça fait comprendre à la personne en face que du coup, on est un peu dans le même bateau et c'est pas juste c'est pas juste quelque chose que je t'ai envoyé et moi après j'ai été faire autre chose. Au contraire, c'est vraiment un projet collectif. Collectif, tout le monde. Oui. Ouais. Non, mais je suis assez d'accord. Effectivement, montrer, déjà montrer l'exemplarité quand pas être dans l'IACA faucon. Derrière, accompagner et si. Je pense que dans l'amélioration continue, on le disait tout à l'heure, être à l'écoute des difficultés qu'on peut rencontrer en cours de chemin dans un projet, parce que on peut l'avoir planifié parfaitement comme on l'idéalise. On peut avoir mis des jalons comme il faut, avoir à peu près bien estimé le temps, le budget, etc. Et il y a toujours le petit gravier dans la chaussure qui vient nous poser un problème et qui peut, à long terme, poser de gros problèmes si on le prend pas assez tôt en considération. Je prends l'exemple, j'avais déjà dû le citer dans un précédent épisode de podcast d'interview, mais c'est Mike Tyson qui dit tout le monde a un plan avant de monter sur le ring et ce plan s'écroule à la première patate qui se prend de ma part. Et c'est un peu vrai en fait. C'est-à-dire que n'importe quelle personne pense en montant sur le ring qu'il va aller battre Mike Tyson. Et puis dès qu'il prend une première droite ou une gauche, je connais pas bien la boxe, mais derrière, tous les plans volent en éclats et c'est comment on réagit par rapport à cet événement qui a fait complètement changer ce qu'on avait prévu. Parce que là, ça ne passe plus du tout comme prévu. Et donc, c'est un exemple assez trivial, mais qui est assez révélateur, je trouve, parce que souvent, c'est ce à quoi on se confronte. Pourtant, on avait tout bien planifié et ça ne se passe pas comme prévu. C'est souvent ce qui se passe. Et justement, c'est comment on rebondit par rapport à ça. Donc, je suis d'accord. Et il faut être à l'écoute, du coup. Et par contre, je pense qu'il ne faut pas se priver de réajuster des échéances, des objectifs par rapport à ce qui est possible de faire, par rapport à la dynamique, parce que
tu peux avoir beaucoup d'imprévus sur une année. Il faut être. On l'a bien vu cette année. Bah oui, c'était déjà, oui, effectivement. Mais je veux dire, par rapport même à une année d'exploitation assez normale, il y a beaucoup d'imprévus. Nous, on a beaucoup d'imprévus de maintenance ou des choses comme ça. Et c'est des choses qui sont complètement incompressibles. Et du coup, faut pas, voilà, faut pas renoncer. Enfin, faut pas se permettre de renoncer. Parce que justement, c'est un truc qu'on fait rarement dans un plan de charge. On fait énormément de choses rentrer dedans au forceps et on oublie que du coup, il faut renoncer quand on fait rentrer quelque chose. Parce que si on a un plan, c'est qu'on était déjà à 100% de la charge et du coup, si on rentre quelque chose, on en sort aussi quelque chose, quoi. Oui. Faut ajuster. On en parlait tout à l'heure de motivation, démotivation. Quand on a des gens à qui on fixe des objectifs qui sont inatteignables et qu'à la fin, ils savaient dès le début qu'ils ne pourraient pas les atteindre, et puis que d'année en année, on reporte des choses et que chaque année, on n'atteint que 30% des objectifs fixés, c'est démotivant. Il vaut peut-être mieux mettre moins d'objectifs qu'on atteint à 90 ou 100%. En termes de motivation et d'émulation, ça me paraît plus pertinent. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ambitieux, hein, mais attention à l'effet pervers de trop d'ambition qui aboutit à de la démotivation parce que on sait que c'est perdu d'avance. Donc, ça peut être facilement difficile à tenir. Ouais, je te rejoins parce qu'il y a un monde entre l'ambition et des choses comment dire, irréalistes, quoi. Il faut vraiment prendre conscience de ce qui est atteignable et t'en parles aussi, mais les objectifs SMART, c'est quand même quelque chose d'indispensable aujourd'hui et ça devient tellement banal que quand tu vois des choses qui ne le sont pas encore, tu te demandes comment ça a été, comment ont été conçus les projets, quoi. Oui, malheureusement, on en rencontre encore. Ça peut arriver. Et justement, Nicolas. Ah ouais, bah oui. Mais, dans un sens, tant mieux. Mais et justement, on parle de ce qu'on trouve aujourd'hui. Comment toi, tu vois évoluer l'avenir de la profession, de la prévention et des approches justement je dirais, d'amélioration continue au sens large. Alors ça, du coup, c'est aussi quelque chose que je demande à mes invités et je me suis pas mal questionné moi parce qu'il y a deux tendances que je vois et je sais pas exactement comment ça va se dessiner. Il y en a une première que je vois beaucoup, c'est tout ce qui est prestations intellectuelles et assistance technique, tout ce qui est en gros externalisation des projets HSE, qui je le vois énormément dans les grands groupes, mais je sais que du coup ça se fait aussi à plus petite échelle. Et c'est vraiment le côté maintenant on a des projets spécifiques et ben on va faire appel à des ressources spécifiques mais qui sont externes. Donc ça c'est une tendance que je vois et enfin moi j'ai pas spécialement d'avis, c'est juste quelque chose que je vois arriver. Ouais. Et à côté de ça, ce que je vois aussi et qui est demandé par les métiers, c'est par les métiers plus techniques, c'est d'avoir quelque chose de plus intégré dans le sens avoir quelqu'un du terrain ou du service en fait. Enfin moi dans mon organisation c'est une prévention qui est dans un service spécifique, mais c'est d'avoir quelque chose de plus justement finalement à l'inverse de la vision que je t'expliquais, mais d'avoir quelque chose de plus intégré où la personne elle fait directement partie elle fait de plus en plus partie du service technique et du coup elle est sur le terrain elle-même parce que en fait c'est dans son cœur de métier aussi de travailler, je sais pas, sur les legs, sur la méca et sur la prévention, quoi. D'accord. C'est deux tendances qui s'opposent et pour l'instant je sais pas du tout dans quel sens ça va s'orienter, mais le côté moi, peut-être ce qui m'intéresserait plus, c'est le côté plus intégré, mais je sais que je vois beaucoup de prestations externes. Oui. Donc ça peut être... Bon, l'avenir nous le dira, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, c'est la tendance que toi, par ton expérience personnelle et de podcast et de blog et de relations, tu vois un peu se dessiner ces deux approches qui vont vivre en parallèle finalement. Il y aura peut-être les deux qui vont perdurer et peut-être qu'il y aura des interactions ou peut-être que ça sera éviter de reproduire des silos, encore une fois, d'avoir des... Alors, c'est vrai que c'est possible que les deux cohabitent parce que c'est pas toujours sur les mêmes projets et le côté externalisation, justement, il est vraiment sur des projets, des choses peut-être plus... voilà, je sais pas si c'est pas de mutation, mais peut-être plus des dossiers à créer, administratifs, des choses comme ça. Et ça, c'est peut-être possible que ce soit plus la voie de l'externalisation qui se dessine. D'accord. Bah, écoute, merci Alexandre. On arrive
un terme de cette émission, mais je ne vais pas te laisser comme ça, puisque dans le partage d'expérience, dans l'amélioration continue, il y a effectivement le partage de bons plans. Donc, je t'inviterai à partager peut-être, si tu en as, des documents, des ressources, des livres, des podcasts, qui sait, à partager avec les auditeurs pour qu'ils en sachent un petit peu plus sur des domaines qui te tiennent à cœur. C'est pas forcément dans ton cœur de métier, mais des fois, on peut être inspiré également par des choses qui viennent de l'extérieur. Donc, aurais-tu quelque chose à mettre en avant particulièrement? Alors, là, du coup, tu m'as lancé sur pas mal de trucs parce qu'effectivement, je trouve beaucoup de ressources. Alors, dans la partie prévention, le podcast que j'aime bien en ce moment, c'est le podcast. En fait, c'est pas mal de trucs québécois, je suis en train de me dire. Le podcast Balado Prévention, qui est plus axé transport de matières dangereuses, qui est animé par Samuel Larivière, qui est du coup passé dans le podcast, que j'ai découvert après, mais qui est, comme je disais, le pionnier du podcast de la prévention, qui est intéressant, que je recommande. Après, en termes de ressources, une fois de plus, quelque chose de québécois, c'est le code secret de la culture santé sécurité au travail de Marc-André Ferron, qui pour moi est franchement c'est exceptionnel, sa vision. Je trouve vraiment il bouscule les lignes comme personne. Il est vraiment très clair. Et tu vois, c'était mon premier invité sur le podcast. Et son podcast, il cartonne d'ailleurs. Lui, il a beaucoup de retours des auditeurs côté France, pardon, pas francophone, mais côté France, qui lui disent qu'ils adorent sa vision et qu'il va très loin. Et d'ailleurs, pendant le confinement, il s'est lancé sur une académie en ligne qui marche très bien, et c'est tout à fait mérité. Et c'est vraiment moi je trouve que c'est vraiment intéressant, et c'est bien d'avoir quelqu'un qui bouge beaucoup de choses et qui est aussi créatif que lui. Grâce à toi, je suis en contact avec lui maintenant. D'accord. Et j'ai eu l'occasion effectivement de lui dire que j'aimais beaucoup son approche, un peu comme je disais par rapport à ton approche, ces approches qui changent un petit peu des choses à l'ancienne, qui cassent un petit peu les codes et qui sont un peu rentre dedans. C'est-à-dire qu'il a un langage assez franc, assez direct, imagé, un peu. Il fait beaucoup d'analogies. J'aime beaucoup. Il fait beaucoup d'analogies avec des images, en transposant une situation à une situation plus du quotidien, ce qui permet à tout un chacun de bien comprendre les parallèles qu'on peut y faire, etc. Enfin, j'apprécie beaucoup cette personne, et j'ai découvert grâce à ton podcast, donc je te remercie encore une fois. Je le suis sur YouTube et sur LinkedIn. C'est vraiment une approche qui me plaît, donc je te rejoins complètement. Écoute, tant mieux, parce que c'est vraiment... Et je suis content d'avoir... C'est justement c'était un des objectifs du podcast et du blog, et de rencontrer des gens comme ça, et du coup, j'en suis très content que toi, tu aies pu faire la même rencontre. Et après, sur les autres ressources, oui, alors tout le monde en parle, mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il faut l'avoir lu. C'est Révolutionner la santé sécurité au travail de Michael Mouret. Dont tu as fait un article de blog. Ouais, je l'ai reposté il n'y a pas longtemps, mais ouais, effectivement, je pense qu'il faut l'avoir lu maintenant, parce que ça devient de la culture générale de la prévention, tellement tout le monde en parle, et il est sorti il y a 1 an. Et j'ai pas eu l'occasion de le lire. Comme tu l'as partagé, je voulais il faut que j'aille l'acheter. Si tu as le temps, c'est vraiment à lire. C'est très intéressant. Et tu parlais d'exemples pratiques de la part de Marc-André. Pareil, il a des petites pastilles que j'ai beaucoup aimées dans son livre, où il t'explique les situations aberrantes que peuvent entraîner la gestion HSE faite n'importe comment, on va dire poliment. Et du coup, c'est vraiment très, très, très intéressant. Écoute, je me doutais que tu allais le citer, celui-ci. De toute façon, je mettrai tous les liens dans les commentaires du podcast, pour que les gens puissent retrouver les notes et puis aller creuser un petit peu tout ça pour approfondir notre échange. Alexandre, je te remercie beaucoup d'avoir passé cette petite heure avec moi. J'invite tout le monde, bien sûr, à s'abonner au podcast de partage des retours d'expérience, de suivre ton blog Safety Vigilanti, peut-être te retrouver sur les réseaux sociaux, puisque tu es sur LinkedIn assez actif. Ouais. Et puis, on repartagera tout ça. Et écoute, je te souhaite une très bonne journée. Puis, on aura certainement l'occasion de se recroiser en vrai, parce que pour l'instant, c'est que virtuellement. Mais peut-être un jour, on arrivera à se croiser.
Écoute, Nicolas, merci beaucoup déjà de m'avoir invité. Et pour tous les auditeurs, merci de m'avoir écouté aussi. Surtout, mettez une note 5 étoiles au podcast de Nuit dans les rouages. C'est ce qui aide le plus les podcasteurs à remonter dans les classements et à être écoutés au maximum. En plus, j'ai vu que tu as de plus en plus d'écoute, donc c'est tout à fait mérité. Donc, merci beaucoup, Nicolas, et je te dis à bientôt. Et merci, effectivement, pensez à tous les podcasts que vous aimez d'ailleurs en général. Alexandre aussi, hein, bien sûr, vous pouvez exactement faire la même chose auprès de son podcast, sur les annuaires de podcast. Parce que les gens comme ça qui ont envie de partager, faut je dirais, continuer à leur faire garder cette motivation parce que justement, ça change d'approche. Et c'est pour casser justement ces codes de système de management, de SST, de QSE, qui sont des termes qui ont des noms un peu poussiéreux, qui font peur aux gens. Et ben, on peut en faire avec des gens motivés, qui ont envie de faire bouger les choses. On peut en faire quelque chose d'intéressant et des vrais leviers de progrès en matière d'amélioration continue. Qu'on soit certifié ou pas d'ailleurs, c'est une démarche, c'est un état d'esprit qu'il faut changer. Et je pense qu'on a tout à y gagner en mettant en place ce type de démarche. Donc, soutenez les initiatives comme celle d'Alexandre et d'autres, toutes celles qu'il a évoquées également. Sur ces belles paroles, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et puis une bonne écoute et puis à très bientôt. Salut Alexandre. Salut Nicolas, à plus.